Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je me présente, je suis Guilhem Kobikwete, juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur en droit public, je suis diplômé en ressources humaines. Nous voici dans un nouveau numéro, mais avant de développer la thématique d'aujourd'hui, ce que nous vous demandons, on a pris l'habitude de le faire. Nous sommes une chaîne de YouTube Stratégie et Développement TV. Ce que nous vous demandons pour nous soutenir, c'est de vous abonner, mais aussi de cliquer sur la cloche de notification et de partager nos émissions. Voilà. Qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui clairement? Aujourd'hui, on va partager un sujet toujours concernant la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo doit impérativement tirer profit de la nouvelle configuration des mutations de nouvel ordre mondial par rapport à la multipolarité qui se crée. C'est la thématique qu'on va essayer de développer. Alors, pour bien décortiquer le sujet, on va le faire à 3 points. Le premier point, c'est qu'on va parler, on va faire un aperçu historique. On va parler des enjeux géopolitiques mondiaux. Et deuxième point, on parlera de la guerre des leaderships, la guerre économique, politique, diplomatique et militaire. On va essayer de les analyser au niveau mondial, très bien. Et le troisième point, on parlera des défis, mais aussi des stratégies diplomatiques pour la République démocratique du Congo, afin de pouvoir tirer profit de cette mutation au niveau mondial. Mais avant cela, on va prendre le premier point directement, c'est-à-dire que les enjeux géopolitiques au niveau mondial, aperçu historique. Mais je vais faire une mise au point avant de développer ce sujet. C'est que nous devons prendre l'habitude, parce que c'est qu'on n'a pas encore l'habitude, nous, Africains, et particulièrement les Congolais, de ne pas apprendre l'histoire, surtout de lire. Si on lit, on peut faire des perspectives, mais aussi avoir une vision un peu large de ce qui pourrait arriver. C'est pourquoi il est nécessaire de lire. Ici, si on va faire cet aperçu historique, on a pris l'habitude de le faire parce que nous voulons que nous puissions tous comprendre déjà les enjeux, comprendre la problématique avant de les développer. C'est une manière de faire une analyse qui soit basée sur la compréhension avant d'apprendre. Voilà notre méthodologie qu'on a accepté de le faire. C'est ce qu'on va faire maintenant. L'aperçu historique, comme je l'ai dit, géopolitique par rapport à notre thématique du jour. On va faire une analyse diachronique pour que nous puissions comprendre en tenant compte de périodes, des différentes périodes, des blocs qui existaient et de leur évolution et pour voir qu'en est-il maintenant, qu'est-ce que nous devons faire. Nous sommes en 1947, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale qui a commencé, qui a fini en 1945. Il y a eu une certaine rivalité qui se sont créées entre deux pays, les puissances de ces moments-là. Il s'agissait notamment des États-Unis et puis de l'URSS. Et quel était le problème de cette rivalité-là? C'est l'opposition radicale au niveau de l'imposition de leur modèle de gouvernance, le modèle de démocratie. Pour les États-Unis, ils défendaient ce qu'ils appellent la démocratie des libre-échange capitalistes, des libre-échanges, mais aussi des libertés individuelles. Alors que les RSS défendaient le communisme. Et dans cette guerre, l'URSS avait pris de l'expansion parce qu'il commençait à récupérer tellement certains pays européens pour adhérer à son idéologie du communisme. Et les États-Unis, pour empêcher cette expansion de l'URSS, ce qu'il a fait, il a commencé à financer des projets de reconstruction, puisque c'était après-guerre, des projets de construction de l'Europe, et les pays qui acceptaient de rester dans son bloc du capitalisme bénéficiaient de ces financements-là, et c'était un avantage pour le pays qui l'acceptait. Et c'est cette façon-là qu'il a essayé de stopper net l'évolution. Alors, qu'est-ce qui a poussé les États-Unis à pouvoir réagir? C'était le fait que, comme je l'ai dit, l'expansion de l'URSS, il est allé jusqu'en Asie pour prendre beaucoup de pays au niveau de l'Asie, et les États-Unis étaient obligés de stopper et de mettre en place cette stratégie de financer pour avoir un peu plus beaucoup de pays dans son camp, si on peut le dire ainsi. Et l'évolution est allée comme ça et ça n'a pas permis à ce que l'URSS puisse résister. L'effondrement de l'URSS est arrivé et avant que cela n'arrive, cette rivalité-là avait créé deux blocs.
clairement, nous avons eu des blocs, comme je l'ai dit, des capitalistes et des communistes. On a parlé de la bipolarité des relations internationales au niveau géopolitique. Il y avait deux blocs. Soit on est des capitalistes, soit on est des communistes. Et lorsque l'URSS était fondée, et du coup, les États-Unis est resté maître régnant seul. Et la bipolarité a régné pendant, comme je l'ai dit, depuis 1947 à 1989 et arrivé en 1990, après l'effondrement de l'URSS, les États-Unis étaient restés en maître seul. Ils dominaient, ils imposaient des règles partout dans presque tous les pays du monde. Ils faisaient la règle. Et pendant la période qu'ils faisaient la guerre plutôt, il y a eu des pays qui se sont efforcés d'évoluer, et notamment la Chine qui a évolué très rapidement, au point que de basculer même le trône des États-Unis qui était seul, et du coup, il y a eu plusieurs blocs qui se sont créés. Donc, on était obligé d'accepter que l'unipolarité qui a existé depuis 1990, arrivé vers les années 2020, donc, c'était difficile pour les États-Unis de résister celle parce que déjà en 2016, on parlait déjà de la suprématie de l'industrie manufacturière des États-Unis qui, son produit intérieur brut a même dépassé celui des États-Unis lorsqu'on parle de la parité du pouvoir d'achat. Et de 2020, les États-Unis étaient obligés d'accepter. C'est pourquoi le Pentagone, vers 2019, a même accepté que nous avons maintenant actuellement un rival qui est même plus que l'Union soviétique, parce que c'est un rival à la fois sur le plan technologique, commercial, économique, voire militaire. Donc les États-Unis et la Chine s'étaient imposés vraiment avec son évolution rapide et inattendue, et donc a bouleversé l'échiquier international. Et plusieurs blocs du Sud qui sont créés, d'où on ne pouvait plus rester dans ces sphères d'unipolarité, mais on était obligé de passer dans la multipolarité. Et la question a évolué. Nous sommes aujourd'hui, d'ailleurs, en 2025, où nous voyons cette multipolarité a pris une autre allure avec l'arrivée du président des États-Unis, Trump, qui par sa façon de sa conception des choses, a poussé, a pu mettre en mal l'Europe, et nous avons vu qu'il y a une opportunité d'un sommet qui pourrait avoir le jour entre les États-Unis, la Chine et la Russie. D'ailleurs, à Riyad, il y a eu déjà des négociations par rapport au conflit pour la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Même sans l'Ukraine, ce que déplore le président Zelensky, malheureusement, c'est ce qui s'est fait. Et donc, les États-Unis avaient imposé la règle. Maintenant, la difficulté, c'est par rapport à la définition même de la multipolarité en question. Lorsqu'on prend la conception de la Chine, pour la Chine, la multipolarité veut dire tout simplement la suppression de l'impérialisme, mais aussi la liberté de tout pays, la considération de tout pays de pouvoir lever des options pour son développement. Mais ce n'est pas ce que les États-Unis voient, parce que les États-Unis parlent de la compétition. Ce que la Chine contredit cette rhétorique en disant, nous, ce que nous voulons, nous ne venons pas pour changer l'empire et créer notre empire, mais plutôt, nous voulons un échange de développement mutuel. Bref, la conception de la Chine se résume par le fait que pour la Chine, c'est seulement que mettre des règles pour que nous puissions établir une coopération mutuelle gagnant-gagnant. Le respect des règles du droit international, aussi la liberté de permettre aux États d'avoir la liberté de faire des choix de leur développement, et qu'il n'y ait pas de petits États et de grands États, que chaque État puisse avoir cette liberté de pouvoir se développer. Ce n'est pas ce que les États-Unis conçoivent. Et là, on voit que la réunion qui s'est tenue pour la fin de la guerre à l'Ukraine s'est fait sans la traditionnelle P5 où on trouvait la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et la Russie. Et du coup, cela met en mal sa propre suffisance, que l'Europe est carrément écartée. D'où, je vais faire encore une autre mise au point, et là, nous sommes arrivés. Vous voyez que l'Europe est en train de sentir qu'elle est plus considérée. Et que
elle doit à tout prix chercher comment avoir des gens pour stabiliser son économie. Le sol européen n'a pas assez de richesses. D'où il va chercher à puiser auprès des pays faibles, notamment la République démocratique du Congo. Nous sommes déjà le 6 janvier 2025 lors de la traditionnelle allocution du président français devant les ambassadeurs et ambassadrices. Et l'équivalent de ce qui se passe chez nous, l'échange de vues entre le président de la République avec les ambassadeurs accrédités en pays du Congo. La France a présenté ses priorités géopolitiques en 2025. La France parle à peine de l'Afrique, c'est-à-dire que parmi les 7, on parle même pas de l'Afrique. Quand on veut parler à peine de l'Afrique, on parle de l'Afrique de l'Ouest. Vous imaginez la République démocratique du Congo, qui représente un enjeu en termes de ses potentiels, de ses ressources naturelles, ne sont même pas considérés. Cette situation montre déjà ce que l'Europe est en train de chercher. D'où cela nous pousse à comprendre le comportement de certains dirigeants européens, notamment comme nous parlons de la France, vis-à-vis, par exemple, des sanctions qu'on réclame pour le Rwanda. Parce que dans les discours d'allocution d'ici janvier de Macron, déjà, il disait que nous devons préserver nos partenariats avec les différents pays parce qu'avec l'arrivée de Trump, il est imprévisible. Et nous, en République démocratique du Congo, nous devons savoir que avec nos richesses, nous serons convoités et on va chercher à nous faire des guerres. Ce que nous devons faire, nous devons nous organiser à l'interne. C'est pourquoi on va essayer de passer à l'autre point, c'est que je parlais de leadership économique, politique et dans le cadre de multipolarité. Donc, comme je l'avais dit, la croissance rapide de la Chine a bouleversé les choses. Ça puis permettre à ce qu'il y ait plusieurs blocs qui se créent et que la France soit mise en mal. Maintenant, que doit faire la République démocratique? Quels sont les défis, mais aussi la stratégie diplomatique qui doit prendre la République démocratique du Congo pour pouvoir se retrouver dans cet imbroglio qui se crée. Moi, c'est que j'ai préconisé. Donc, la République démocratique du Congo doit mettre en place un task force. Un task force où on va trouver des spécialistes, notamment les géopolitologues, des spécialistes des guerres et des armées, des spécialistes de la nouvelle technologie de l'information, même de la communication, mais aussi sans oublier des spécialistes avérés, j'insiste, là, avérés dans différents domaines de la vie politique du pays. Et ces task force aura comme travail de pouvoir préparer des hypothèses de négociation par rapport aux différents blocs qui se créent, aux différents mouvements qui se créent. Et nous devons le faire le plus rapidement possible. Pourquoi? Nous devons nous préparer, puisque il y a que d'intérêt. Je vais donner un autre exemple. Vous voyez, dans la négociation entre la Russie et la Chine pour mettre fin à la guerre ukrainienne, nous voyons que la Russie demande des concessions à la Chine, au point qu'il a demandé que la partie la Russie, la partie qu'elle a déjà récupérée, qu'elle ne soit plus remise à l'Ukraine. C'est ça la concession qu'elle demande aux États-Unis de faire. Donc, nous, on doit se préparer. Lorsque nous aurons cette négociation, nous devons aller en position de force. Pour aller en position de force, nous devons déjà réorganiser notre armée. Essayer de repousser l'ennemi pour que nous puissions négocier en position de force. Parce que, en relations internationales, c'est un monde d'anarchie. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que d'intérêt. Et ils vont voir la position, le rapport de force. Il faut établir les rapports de force pour que nous soyons en bonne position de négocier. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de perdre l'intégralité de notre territoire et sinon même nous déstabiliser carrément parce que nos richesses constituent les enjeux du monde du moment. La nouvelle technologie, l'évolution qui se fait aujourd'hui, ça se fera sur base des ressources naturelles qui égorgent en grande quantité la République démocratique du Congo. Plus de la moitié de toutes ces ressources se retrouvent en République démocratique du Congo. Donc nous devons savoir déjà comment nous préparer, nous apprendre pour que nous ne puissions pas nous voir envahir et ça pour autant que nous puissions nous y retrouver. Voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mais tellement que le sujet est vaste, je pense que nous allons revenir avec un autre numéro où nous allons entrer en détail pour pouvoir éclairer certaines positions que nous voulons donner ici.
Ce qui est vrai, c'est que nous donnons ce sont des grandes lignes, mais on peut pas donner tout en détail. Voilà ce que nous voulons partager avec vous. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes une chaîne de télévision Stratégie et Développement TV. Nous vous demandons de vous abonner, mais aussi de cliquer sur la cloche de notification, de partager pour que vous puissiez ne rien rater lorsque nous allons publier nos vidéos dans nos prochains numéros. Pour le reste, moi, je vous dis clairement à bientôt. Bonne soirée, bonjour, chacun chez lui, suivant l'heure à laquelle il va nous suivre. Merci, au revoir.